Okay, so good evening. My name is Robin. I work at Confluent. Confluent are one of the companies who contribute to the Apache Kafka project. We have a distribution of Apache Kafka called Confluent Platform. I'm from England and I don't speak any French, my apologies. So I will try and speak at a reasonable speed. If I get too fast, you can understand, please wave at me, okay? I will not be offended because I get quite excited talking about Kafka. So just tell me to slow down if I need to. So out of interest, who uses Kafka today? Who's building systems with Kafka? Wow. Who's building pipelines with Kafka, with things like Kafka Connect? And okay, this is good. So maybe this will all be kind of old news to you, but hopefully for some of you it'll be useful. So the premise of this talk is that we can actually build data pipelines in a better way. And from the looks of it, some of us are starting to do that already. But I want to talk about what we can actually do when we embrace event-driven architectures, particularly from the aspect of building out data pipelines. So when we think about building data pipelines, we think of kind of connecting things from one point to the other. And that could be us as kind of like new age hipster data engineers, and we're kind of like getting things from here and putting them into buckets over there and time series databases over there, but we're getting data from one place to another. But it can also be as kind of more old-fashioned ETL developers, which is certainly what I used to be, and actually just taking data from transactional systems and putting it somewhere else and processing it. But whatever we're doing, we're building pipelines with data. And there's better ways to do it. Because when we start off building pipelines, it starts off kind of simple. It starts off with just, we've got data that sits here, and we're going to connect it to over there. And why wouldn't you just kind of connect it point to point? But these things have a habit of growing. And you never need just one source of data or one destination for the data. So then you build another point-to-point connection. And now you have several different pipelines. And then these pipelines start to grow and they become more complex and they evolve. They kind of start processing more and more data. And then you start bolting extra functionality on top. And before you know it, it's kind of something that's fairly hairy to maintain. We've all got a few skeletons in the cupboard of things that we've built and we're not proud of. And there's better ways that we can do this. But these things don't come about because we're bad at what we do. These things come about because technology is changing. So it used to be so simple. I've been doing this for the best part of 20 years, which is quite scary when I think about it. But when I started out, I was literally taking data from one part of a mainframe, processing it, putting it on another part of the mainframe. A transactional system, we'll transform it, and we'll put it somewhere where we can report on it. And that's what we've always done for the last 40 years or so. And then we moved off mainframes onto boxes and whatever, but it was always this idea of a central transactional system, or maybe a couple of transactional systems. We'll take that data, we'll copy it, we'll process it, and that's kind of simple. But then things started to change. Suddenly, we've got a whole host of new places from which we get data. It's no longer just a couple of transactional systems on our mainframes. We've now got multiple different teams using various different flavors of places they're going to store their data. Some of them are going full on microservices, and they've got all their own, each service has got its own store of data. And we need to get all of that data in. We need to get the data from the third-party software as a service places. We need to get it from cloud places. Anyone can put their data where they want it. They have the freedom to build systems as they want it, which is generally a good thing. It makes things flexible. But it means that from a point of view of integrating that data, we now need to pull it in from all these different places. We also want to use the data in more places. We want to take the data, we want to be able to use it for our centralized reporting, but we also want to use it to drive machine learning training. We want to use it to drive a graph database, to put it into a search replica, to drive applications from it. So it's no longer a case of simply taking data from a couple of transactional systems and stick it in one place and report on it. We've got data coming from all of these different places, needing to be used in all of these other different places. And we're still building things how we always used to. The other challenge is we simply have more data. We're building systems that were the kind of the design patterns that we use came about 40 years ago. We had a fraction of the data that we work with nowadays. Nowadays,
It's orders of magnitude greater data, which it sounds trite. We've all heard of the big data thing and everyone's kind of got bored of it, but it's true. We have so much more data, but we still think about how we build our systems in kind of an old-fashioned way. And the way we think of doing it is, well, we've got a bunch of data and we'll wait. And stuff will happen and we'll wait, and then we'll batch it up and we'll process it. And then we'll write it somewhere else into a bucket or a database, and then we'll process it again. We'll go and put it in an S3 bucket, and then we'll write a Spark job to pick it up and process it and write it back. And that's how we've always done things, in batches. We think we've evolved, but we're just mirroring that pattern of building ETL in a database with ETL on kind of big data tools. But it's the same old-fashioned way of building things. And the problem with that is you're introducing latency by design. You're saying, I'm not going to take the source data until maybe this batch, and then I'll process it, and then I'll write it and process it. So we introduce this artificial latency and when the data can be available to downstream systems. But also this data that we're using, it's not just useful in one place. It's useful in many different places. It's useful for our analytics that we're building out in various different flavors, but it's also useful for other applications. And when we think about building these data pipelines, we can maybe come at it from a particular point of view. My background's in analytics. Someone else's background is in applications, and we see the world in very different ways. We see it as a kind of an ETL engineer, and we've got these sources here and those sources, or as an application developer with these APIs and this bit of data, we'll kind of chuck it there. But it's the same data. So when something happens in our business, we want to be able to take that data and use it in both places. But we create this artificial divide in the world. And it's in an awful lot of organizations. You'll have your analytics and your reporting and your BI teams, and you'll have your application developers. But it's the same data that we need to use. And it's that same data that we want to make use of across numerous different systems that we have and across the entire organization. We need to be able to respond to what's happening in our organization in multiple different places. And if we build things how we always used to, it's very, very difficult to do that. So the way that we do that is using events. So by using events, we can actually build out systems that are responsive, that are low latency, that scale, that enable us to use data when we need it, where we need it. And that's because events are this fascinating thing. Events give us this ability to transfer state and also notification at the same time. You can say something happened, what happened? Someone bought something, what did they buy? Someone clicked on something, what did they click on? That is an event. So you get events through business interactions. You have someone bought something, someone phoned up. What did they phone up about? Who was it that they phoned? Who did they speak to? So you're transferring that state as well as the notification. But events also come from machines. You have application logs, you have sensor readings, you have lots of machine-generated data as well. And these are also events. So events are very powerful in and of their own because you have notification and you have state. But events are even better than that. So let me illustrate why. If you think of an e-commerce site, you've got an online process, you build up your basket, you go to checkout, and your basket looks like this. You say, I'm going to make myself some tea, I'm going to have tin spaghetti on toast. So I need to order some bread and some tin spaghetti. So when I build up that basket, I say, well, I'm going to put some bread in my basket, and then I'm going to put some baked beans in. And then I change my mind because actually it's Tuesday and I prefer tin spaghetti on a Tuesday. So I'll take the baked beans out and then I'll put the tin spaghetti in. So in one sense, you have the state. You have the final state, which is what's in the basket. But by taking that sequence of events, you also have behavior. So behavior is encapsulated in that stream of events. And if you only capture state, you throw away that valuable information. What's happening in my business? How do I model what happens in my business? How people interact with my business? You're throwing that away if you're not capturing the events. So the events let you model out behavior. You can say, well, I've got a stream of events. I can correlate the user's behavior when they build up a basket with a stream of advert placements.
Did we happen to advertise tin spaghetti that changed their mind? Was there a news article running at the same time saying that baked beans are bad for your health? I don't know, but you can correlate that based on their behavior. But the fantastic thing is that by taking that stream of events, you can still rebuild state. So if wanting to capture state is what gives you a warm, fuzzy feeling, if you're from a database background, I want a table with state in, I want to know what happened, you can get that from your event stream. But your event stream captures more data than just the state. So from that event stream, we replay it through and we can build out the state. So this isn't actually a new concept. This is actually how databases work as well. So like I say, my background's databases. I go to a database, I query it, I get state. And state actually comes about from a series of events. If you think about querying a database and you've got an accounts table, it says how much money is in a particular customer account. What's the state? What's the value for a given key? Okay, so the key is 12345 and the balance is 50 euros. Okay, select balance from account table where key equals 12345. That came about because someone deposited some money. So it said, I'm going to put some money into that account. And then someone put more money in and now the balance changes. And then we spend some money and the balance changes again. So it's each step along the way of our events, we have state. But the state is rebuilt from that series of events. And this is actually how the database works, the transaction log in the database. So we have the stream of events can be reconstructed into the table, but it's actually called the duality, the stream table duality, because changes to a table can be captured, and those changes to a table are events. So if you think about events and state, all you actually need is the event stream. From the event stream, you can rebuild state. So there's this great quotation from Pat Helland: the truth is the log. The database is a cache of a subset of the log. All you actually need to persist your data, to persist state, to store state, is your event stream. From that, you can rebuild state. So that's not a new concept. That Kafka is built on the concept of the log, but it's existed as a concept beforehand. Like I say, the database transaction log is that idea of taking a stream of events and replaying them forward. So Kafka is an event streaming platform built on this idea of the event log. It's an event streaming platform at the heart of which is the log with various different APIs around the edge. So a whole host of you are familiar with Kafka, a few not. I'm going to go into a little bit of detail here, but I'll not spend too long on it because this is much more about kind of what you can do architecturally with events. But at the heart of Kafka is the event log, and it's an immutable, append only, distributed log. So when events come in, they go to the end of the log. Do they get inserted here, there, there? No, they go to the end of the log, which makes it very, very fast. When you produce data in, it goes to the end of the log. The log itself is broken up into topics, which are kind of like tables. So you can store your data of different types and entities and so on different topics. And those are also just part of the log. And then within a topic, you have partitions. So your partitions are your unit of parallelism. So when you want to do your distributed processing, when you want to shard up your data for resilience and redundancy, you have your partitions and you can replicate those out. Within your partitions, you have your data. And the messages are actually just key value pairs. So this is where we actually now start to get onto, well, how do you build a system around Kafka? The producer consumer APIs, you have numerous different libraries, you have languages, you have Java and C and Python and Go and whatever. So you can use the native producer and consumer APIs. But at the end of the day, it's just bytes that go into Kafka. So you have the key and the value, and then some header and timestamp and stuff like that, but it's key value pairs at the heart of it, which means that you can use whatever you like to serialize it. So now you as developers, as data pipeline builders, you now need to start taking care of how am I going to build out these pipelines? How am I going to think about how I'm going to share these events throughout my team, throughout my organization?
Because what happens with Kafka is it will start with a small little group saying, we've got this particular use case here, we're going to do this. And it gets bigger and bigger because people recognize that sharing the data within the organization enables a huge number of use cases. So you may think it's a good idea to start off with CSV because everyone knows what the schema looks like, but I promise you that's the road to hell, because understanding what those different columns are, what the data types are, and so on is not so easy. So you have good things like Avro, you have Protobuf, which you've got the concept of schemas built into them. So I'm sure you'll all know Gwen Shapiro, my colleague. She's done an excellent talk all about schemas. Schemas are the API, the contract between your different services. Go and look at that. It's on the QCon website there. But whatever you do, whatever you build with Kafka, think about your data, think about your schemas for the data. So going back to the log, messages get appended to the end of it. Messages as key value pairs of bytes. And when you come to read the data using the consumer API, the cool thing is that the consumers are completely independent, and that when you consume a message, it just stays on the log. So if you're coming from a messaging background, this is kind of like a little bit of a huh type moment, because it's like, well, surely I've consumed it and then it's gone. It's transient. Or there'll be kind of like X named subscribers, and when they've all read it, it'll be gone. No. With Kafka, it's in the log, and the log is persisted based on how long you tell it to. So you can tell Kafka, I want to keep this particular topic for 2 weeks, or certain size, 10 gigabytes, or indeed forever if you want. It depends entirely on the data within it. So you have one consumer, they come along, it's a sequential read, they say, I'd like to read this information. Other consumers can come along and also read that same information. And when a consumer's read that information, where they get to is what's stored by Kafka. So Kafka stores the particular offset that they got to. So when that consumer comes along and wants to read more messages, it says, well, you got to here last time, now we'll just keep on reading forward from there. But consumers can opt to reconsume data. So let's say we've got George up here. George is kind of like a bit of a flaky program. So he kind of reads some information and realizes he's made a mistake. George could decide to rewind and just reconsume the whole topic again. But because the log is persisted, because the log is retained, if George falls over in a messy heap, the other consumers are not impacted. It's all George has to do is make sure he kind of comes back before that retention period expires. So the consumers don't impact each other. So that's the producer and consumer API and the log at the heart of it. You also have Kafka Connect, which gives you connectors in and out of Kafka. So Kafka Connect is part of Apache Kafka. It runs separate from the brokers, and it gives you configuration file-based integration between systems upstream, databases, and MQTT, and files, and whatever you have, streaming that into Kafka topics. From Kafka topics, you can then stream down to other systems, maybe another database or a different database, or Influx or Elastic or REST endpoint, or wherever you want to send your data. But the cool thing about Kafka Connect is that it's just pluggable connectors. So Confluent Platform ships with a bunch of connectors. There are community connectors. You can write your own if you want. But as a user of Kafka Connect, it's just JSON configuration files to actually set up Kafka Connect. Here's my database, stream in changes to this table, write them to this topic. Here's this topic, events are being written in from an application upstream or wherever the events are coming from. Here's this topic, configuration file, stream that topic down to Elasticsearch. Now, whenever messages arrive on that topic, wherever they come from, goes down to Elasticsearch as they arrive. So it's a very, very good way to do integration. The other part of Apache Kafka is the Streams API. So Kafka Streams is a library, it's a Java library that you bring into your own Java applications, and you can do stream processing. So you can use it to filter streams of data, to aggregate streams of data. You can join between streams of data. So you can do processing on your data as it flows through Kafka. You can also use KSQL. So KSQL is part of Confluent Platform, and it's built on top of Kafka Streams. It gives you a SQL interface to build stream processing applications. So you may be a Java programmer and say, yep, this is what knocks it out of the park for me. I would like to use that. You might be like me and not actually know any Java or not very good at it. So it's like, well, actually I can do the same thing and I can express it in SQL, and a whole bunch more people
will actually understand what it does. But you have the freedom to use both. So that in a nutshell is what you've got with Apache Kafka with Confluent Platform. But what it gives you is a whole new toolbox with which to build your systems. And one of the key things here is this is completely new. This is different. This is not just a shinier database than last time or a fancier message queue that in your your existing mental maps of how you architect systems, you just kind of slot this in over what you had there before. You actually need to completely rethink how you handle data, how you build your systems, because you can build it around events in a much more powerful way. So I'd like to give an example of how you can actually do that. Let's take the example that we had before, online e-commerce. We've got a website application. On this website, people can leave reviews. Okay, so they bought their baked beans or they bought their tin spaghetti and they said, this was really nice. I'm going to go to the website, I'm going to type in a review. So the website application, whatever it is, it sends that review to a Kafka topic. With that Kafka topic, we can do a bunch of different things. But the key thing here is we're writing it to a Kafka topic directly from the application. We could use that information and we could send it down to something like Elasticsearch. We could put an operational dashboard on top of that with Kibana, put that in front of our customer services team. Now they can see every review as it comes in and they can see what people are writing. We could also say, well, that same information, that's going to be useful for our data scientists to go and do their funky thing. So we'll also send that down to our data lake. All of these, Kafka Connect. Kafka Connect, send it to Elasticsearch, send it to S3, BigQuery, Snowflake, wherever you want to put your data, Kafka Connect, hook it up to the topic and stream it down. But we may say, well, that review data that's coming in from the website, there's certain issues where we're getting some funky records coming through. We may find that there's a known error, we've reported it to the dev team, they're going to fix it, they keep promising, but we keep getting these duff records through. In terms of data and handling it in pipelines, you could handle it at the endpoint. You could say every dashboard that we build, we're going to put a filter on it to exclude these duff records. And we'll also need to tell the data science team when they're processing the data here, they also need to put in a filter to get rid of the duff records. So you're duplicating the effort, you're relying on human communication, which is inevitably going to fail. So you could say, well, why don't we build in some processing that says, as these reviews come in, let's create a cleansed stream of data. A KSQL statement or Kafka streams, if you want to, simply as those reviews come in, filter out the duff records and write it to a different topic. So this is using, as I say, KSQL or Kafka streams, or indeed any other stream processing that you want to. But the key thing is we have our application writing the events as they happen into Kafka, and then Kafka Connect streaming those events out after we've processed them, if we want to, down to where they're being used. But these reviews that are being left, all we have is the user ID of the person who left them. We know that user 42 said that he really likes tin spaghetti, but we don't know who that is. And it's going to be useful to understand, particularly if people are leaving bad reviews, who they are. Are they an important customer? How much money have they spent with us? Are they a platinum customer? Because maybe you'll want to do something depending on the type of customer and the type of review that they leave. So we actually want to bring in additional information. So a lot of the time, user information sits in a database. Databases are brilliant. I love databases. They're really good for certain things. So sometimes you don't actually need a database. You'll notice here, there is no database. There's not like one that I've drawn on in pencil here and I'm not showing it on the diagram. There is no database. An event happens, it's captured, it's persisted in Kafka. If we want to rebuild that state and materialize it, we can do so. We can write it down to Elasticsearch, we can write it down to S3 or wherever, and materialize it there. But our state is persisted in Kafka. But sometimes we do want a database. So we say, well, we've got our user information, it sits in a database. Maybe that's an existing system. And at some point, we'll convince them to write directly to Kafka. Maybe not. Maybe they'll say, well, actually, there's very good reasons for still using a database. But if you think back to the whole stream table duality thing, databases, state, built on top of a stream. The stream is the transaction log, and that transaction log we can tap into. Very low latency, very low impact, because it's a kind of a lower level API. From the database, change data capture into a Kafka topic.
So now we use Kafka Connect to stream out those changes from the database. So a snapshot of everything that's there in a particular table, and then every single change as it's made by whatever application, database, transaction log, any database, relational database has got a transaction log. We can take those changes and stream them into a Kafka topic. So now we have a Kafka topic with information about our users and a Kafka topic with information about the reviews as they come in. So we can actually use stream processing again to join between the two. As an event comes in, enrich it with information about the user who left it. We're not doing a lookup out to the database. We've got a replica of the database in our Kafka topic. So we could use KSQL. We can join between the stream. And here we actually model that user's topic, which is a stream, as a table. We're doing a stream table join. So we talked about the stream table duality and how it's kind of core to stream processing and understanding how we work with events. KSQL Kafka Streams model the concept of streams and tables as first-class objects. So it gives you the semantics to actually do your processing against your data. We can also take the information that we've got flowing through Kafka and use it to drive services. This is where the worlds of analytics and applications directly come together. We're already doing so, bringing our application events into Kafka, but we can drive other applications. This doesn't just have to be the analytics team, kind of like they're fiddling with their data pipeline. This is actually changing how we handle the data as it flows in the organization. So we've got our user information that's coming in. We've got our review information. We can say users who are a particular status, platinum users who leave a bad review, let's kind of do something about that. Rather than just writing it down to the data lake and finding out next month that it turns out users who aren't very happy don't come back, and the platinum ones are worth a lot of money to us, so perhaps we should try and retain them. We could find that out next month and analyze it and whatever. But we could also just build in some processing, which says, as these events come in, let's look for a user of a certain status with a certain review score, and we can do a push notification. We could say, customer ops team, why don't you go and phone up that user and say, I'm really sorry you didn't like the spaghetti. Would you like a different product or something instead? But you can drive those reactions to those events there and then. So we can build out a topic. We can say we've got unhappy VIPs who don't like tin spaghetti. So select staff from the enriched reviews where the rating is less than 3 and status is platinum. So now we've got another Kafka topic that our event notification service can subscribe to. When it gets a notification, it knows what the review was, it knows who the user is because we've got all that information already. So we can drive an awful lot by building it around the concept of events, both applications and analytics. So all of this gives you an awfully great capability in what you can do. So there's various different patterns that you can build out with what you've got here. So I'm going to go through some of these now. So not everything is going to be directly applicable to what you're doing. So some of the patterns. Not everything is a nail. So when you've got your events coming in, the instinct in most of us is like, let's get it in a database. If we're not going to write it from our application directly to a database, please, please, please let me write it from Kafka to a database. Because databases give us warm, fuzzy feelings, and they're what we grew up on. They kind of generally do most things fairly well and some things very, very well. But they don't do everything very, very well. So sometimes we want to take the data, whether we're using it for analytics or whatever, and we might want to put that data somewhere else. So we could say, well, those events as they're flowing in, we could also write them to Elasticsearch. We want to do some full text search. We want to build a search replica. Maybe we want to do some graph analysis. So let's put in a connector to Neo4j or something similar. And now these same events can populate 3 different places. We're not having to compromise on one particular piece of technology. We can actually just say, well, we're going to use different ones for different purposes, or we're going to try out different ones for different purposes. So you can also use Kafka as a basis for actually piping data to different platforms to try out and work out what fits.
So the point here is that Kafka lets you evolve your architectures. A lot of the time you don't know what your systems are going to look like, what the requirements are going to look like in a month's time, in 6 months' time, in a year's time. So Kafka gives you that flexibility to say, well, so long as we've got the events, we can actually change, we can iterate. We can say, well, we'll start off with HDFS because that's what we were told that we were supposed to use for the last few years. But actually, maybe we want to use something different. Maybe we're going to use BigQuery instead, or we're going to use Snowflake. But you can actually, so long as you've got the events, you're not having to rebuild everything from scratch. If you imagine an application that's built to write directly to Hadoop, and someone says, well, that wasn't really such a good bet after all. Maybe we should use a cloud service or a different service. If you've built that connection directly, you're going to have to re-engineer it. You need to speak to the team who built that. You need to speak to the others, and kind of, it's a whole bunch more complex. If you've got the data already flowing through Kafka, adding these in is just adding in a new connector. It's independent of all the others. So it's a great way to be able to actually evolve and not tie yourself into certain architectural decisions. It also works on the other side. You can say, well, we've got data sources in different places. We've got data sources that are sat on premises. We're using that data in a couple of different places. We can now actually use Kafka to enable us to bridge between different architectures. We can say, well, we're working on premises today, but maybe next month or whatever, we're going to start moving to the cloud. Some people are cloud native already. Some people will be cloud in like maybe 10 years time when they get there, but it'll happen. And so Kafka gives you that ability to actually work between this crossover and this evolution. So you can start producing, you can run parallel instances of the application. Your consumers are just consuming from the same topic. It doesn't matter where that data is coming from. And then as you evolve your architectures, you can even switch off the original producer without impacting those consumers. Those consumers just keep on reading from the same topic. It doesn't matter where that data came from. This is one of the most classic problems that I see. So I do a lot of stuff on the, like there's the Confluent community Slack group, there's Stack Overflow, there's mailing lists. A lot of the time, people will be building out systems like this, and they'll start asking questions around it. So when we're building out architectures, it's kind of obvious by now, the more tight coupling you have, the more inflexible it is, the more difficult it is to change, the more resistant teams are going to be to actually be doing things in a better way. So here's the classic way of doing things: application, database, one fuzzy feeling. But then someone says, well, we've got that data in the database and we need it in HDFS. We're going to offload it to save costs. We're going to put it into Hadoop because that's what the data scientists want. Whatever it is, we've got data in a database. We're going to put it into Hadoop. Okay, well, that's what an awful lot of people have been doing over the last few years. But then someone says, well, that processing that those data scientists are doing on that data in Hadoop, that's yielded some kind of interesting results that they're writing back into Hadoop and doing their thing with. But now we've got an application that wants to consume those changes. So that application's being written well, it's consuming from Kafka. So can we get that data from Hadoop into Kafka to drive the application? And honestly, the reason I've done this slide is because this question comes up again and again. And you just look at it, it's understandable how people get there. I walked through that evolution just then of application to a database, database offload to Hadoop. But then this bit here is a great indication that you maybe need to do things different. And if you had been lucky enough or had enough foresight to say, my application is going to write to Kafka, then you'd be in a much better place. Because you say, well, on day one, application writes to Kafka. Kafka writes to database. Same net effect, okay? Because we still have our information in a database, our application is producing it into Kafka. You could argue, oh, we've made things more complex. We've got an extra piece of technology to worry about. But Kafka is the platform on which you can build and evolve your architectures. Because when someone comes along and says, I would like that same data in Hadoop, you can say, well, that's fine. We'll stream it into Hadoop from Kafka. At this point, you could say, we don't actually need a database. Should we get rid of it? Without impacting the Hadoop bit at all. So we're already benefiting from loosening that coupling. But then someone else comes along and says, well, that data that we need to drive our application, we can also just get from Kafka now. So by using Kafka as the platform through which you route your data and do your processing on your data, it makes it much, much easier to evolve your architectures. You don't have to gamble on what technologies you're going to use on day one.
You can also start to building more complex patterns. You can say, well, the data that's coming into the system, we need to cleanse that data, we need to transform it. One of the great reasons why people do ETL and build central data warehouses is data is messy. Data has always got problems with it and errors with it, or modeled in different ways, or different ways of defining a KPI or a dimension. And that's what central data warehouses were about. It was about building out a standardized way of handling and modeling the data, of cleansing that data, of getting rid of those known dodgy records where it says 999. If it says 999, it means do this, that, or the other. All of those bits of business logic that we cram in there. But if we want to use that data across different systems, we need to find a way of doing that same processing on the data, making it available to all those other systems without having to distribute that knowledge and code across all the different ones, because you're just going to end up with a completely divergent code base. So let's imagine we've got IoT sensors. They're streaming all of their readings down to Kafka. They're doing temperature readings. And we've got applications, completely different isolated applications. We've got a database because we like databases. All of those are consuming that information. And we've got dodgy data. We've got ones which come through with kind of no ID on it. So we could say, well, each of our users of that data, they're each going to build in a cleansing process. And on day one, it'll be kind of simple enough because we're all consuming the data from scratch. We all know what the rules are to apply. If we're lucky, we're using the same language. You could even use the same cleansing library. But at some point, it's going to change. At some point, we're going to have different bases to maintain. So we could say, well, why don't we just do that transformation, that cleansing process once, write that cleansed data back into Kafka. So as the reading comes in, it gets processed, it gets written back onto a new Kafka topic. And now any application can use that data and it's cleansed already, which saves them maintaining that code, but it's cleansed using the same logic. You maintain that code in one place and you benefit it from in multiple others. We can also use the same pattern for enriching the data. This is like the example that I showed earlier, where we have the events flowing in, we have the relational database that we want to use to look up additional information about those events. A common pattern, and I would say not a great one to emulate, is our application here is just going to do lookups against the database. We need to know something about the event to enrich it. We've got a foreign key. Let's do lookups out to there. But the problem with that is those events, that information you're looking up, almost certainly useful elsewhere. So now when something else comes along and says, I would also like to use that data, second thing has to get the data from the database and do the lookups. So hit the database twice and do that join logic twice. So instead, we can bring the database in, stream the database and its changes into Kafka, do the join within Kafka, write that enriched data back into Kafka, and then use it in different places as we need to. Even if we just use it in the single place, it's an easier way of doing it. If we're writing data down to Elasticsearch, denormalizing it upstream, instead of kind of writing it down somewhere and then doing some post-processing before we can write it to Elasticsearch, doing that processing in Kafka is much easier. Last couple of examples. We can also handle different types of data or different systems producing the same sort of data. So this is starting to get a bit more complex, but the idea is we've got a producer and it's writing information that the consumer uses. And now we've got another system that comes along and it's writing the same information. Let's say it's orders about baked beans. So this one, it comes from this supplier, this one comes from that supplier. It's the same information, but just in a slightly different schema, different field names or whatever, but the net information is the same. So we can use stream processing to resolve that difference in the schema, write it back on to the original topic. So now our consuming application just keeps on reading that information. It just has additional information that it's pulling in. So instead of the producing system having to kind of go directly down to the target one and do its own conversions, we can add in a very loosely coupled way, additional sources of the data with stream processing to enrich it and fix it as we need to. The last example, I was rude about CSV earlier. I'll be rude about CSV again. It's a horrible way to manage your data. Imagine, and it doesn't take much imagination because people do, we have data coming in CSV format. Okay, someone says, here are your sales information, and it's in a CSV file. Ugh.
But that information we need to use in multiple different places, or even in just one place. Wherever we're using that information, we now need to bring in that CSV data, and we need to parse it. We obviously need to spoke to who wrote it to say, well, what the hell are these columns? What's their names? What do they mean? And what data type are they? So now we have to build that into our different applications. And then we want to add a third application. We do the same again and again. It becomes error prone. It makes it more difficult and time consuming to build those applications. Instead, we can say, well, CSV, they can't be helped. They're beyond saving. But we will take that CSV, we will use KSQL or Kafka Streams or whatever to apply that schema to it once, and then re-serialize it right out to a topic using a better format like Avro. In Avro, the schema gets stored in the schema registry, and now any application can use that data. They can deserialize it using the schema from the schema registry, and it's a much happier place to be. So in all of this, I would urge you, say no to brittle pipelines. Don't just replicate the way that we always used to build things. Too many things have changed in the world of technology for things to continue being okay the way we did them 40 years ago. If you just say, well, I'm going to kind of guess that, well, we don't need Kafka and we'll decide we're going to use Hive and HDFS and TensorFlow, for example, you're just guessing. You have no idea whether that's still going to work in 6 months, in a year. Different technologies will come along, different types of data, different requirements, different management. Technology is political a lot of the time. You'll change cloud providers, whatever it is. If you're tied into tightly coupled architectures, it makes it much more difficult to respond. It comes down to who's using the data. What latency requirements do they have? How much scale do you need to build in? What's the fidelity of the data? If you decide that we're going to build pipelines tightly coupled based around batch, you're saying, I know better than anyone else now or in the future how we need to access this data. We're not going to use events, we're just going to batch it up. Once a day is fine for my processing. If you want it more often, well, that's your problem. And that's how we've always done things, and it's a crappy way to do it. Much better is to say, as events happen in our business, we can model those, we can store them as events in Kafka, and then we can drive any system from that. We can drive analytics using once a day batch processing if we want to, but that same data is available as an event stream for real-time applications that also may want to use it. So avoid building this kind of mess. If you've been to a Kafka meetup, you'll have seen it before, the spaghetti picture. Instead, use Kafka as your platform on which to integrate all of your applications, all of your sources of data, all of your targets of data. At the heart of all of this is obviously Kafka, but conceptually at the heart of it is that events give us the fundamental ability to model what's happening in the real world. State and so on are abstractions above that. Events are actually what happen. So the event streaming platform in Kafka, it persists the data, it gives you flexibility, it gives you native stream processing as well. If you want to know more, you can get a ton of good books off our website for free. I'll put the links to all of this and stuff on the meetup notes afterwards. With that, thank you very much for your time. There's a great Slack group there. I would strongly recommend joining if you haven't already. Ok, super. Vous m'entendez tous? Nickel. Bon, on va démarrer. On a 2 petites minutes d'avance. On ne va pas les perdre. On va les utiliser. Donc, du coup, pour ce soir, je viens avec un petit sujet technique, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une intro pour ce soir. Je vais vous présenter une introduction à la Processor API qui est une partie de Kafka Streams. L'idée de ce talk, c'est de montrer pourquoi c'est super important et en même temps, pourquoi finalement c'est si peu utilisé par les développeurs de Kafka Streams. Le talk qui va être vraiment à un niveau développeur, on va aller voir finalement les fonctions de la Processor API, leur signature et ce qui est mis à notre disposition. On va même écrire quelques lignes avec la Processor API pendant le talk. Avant, je vais parler un tout petit peu de moi, très rapidement, présentation. Je vais faire une présentation peut-être un peu plus longue que celle de Robin, du coup, vous ne connaissez pas forcément. Loïc Divad, j'aime dire que je suis développeur Scala à Xebia France, une boîte de conseil. On m'appelle souvent Data Engineer. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? C'est-à-dire que les softs que je développe sont concentrés sur la gestion de la donnée. Sortir de la donnée d'un système pour aller à un autre, la stocker, la recharger pour des utilisateurs. Vous ajoutez à ça blogging, parler à des confs et donner quelques sessions de formation. Et vous avez globalement ce que je fais pour vivre.
J'ai peut-être aussi des petites passions qui peuvent vous intéresser, notamment celle-ci. Je suis organisateur d'une conférence technique qui s'appelle le DataX Day. Il s'agit d'une conférence d'une journée sur les sujets data science et data engineering. Et on va recevoir pas mal de speakers encore cette année qui viennent de différents horizons et qui ont pour but de nous amener un contenu technique et concret sur la scène parisienne au cours d'une journée dans laquelle on aura des talks en français et en anglais. Prochaine édition, c'est le 27 juin. On attend plus de 200 personnes. J'en parle pas trop parce qu'on est assez speed sur le temps, mais je serais très heureux de rediscuter de ça avec vous après la session. Ok, donc du coup, je disais data engineer. Donc du coup, je suis assez familier avec tout ce qui est base de données relationnelles, Hadoop HDFS et Spark. Et il y a un peu moins de 2 ans, finalement, je poussais mon premier projet en production avec du Kafka et du Kafka Streams. Il se trouve que dans le cours de ce projet, j'ai eu à utiliser la Processor API et du coup, appris pas mal de choses. Ce deck de slides, je l'ai fait pour concentrer ce que j'ai appris. Ok, c'est là que ça devient embarrassant. Je vais essayer de réexpliquer à nouveau Kafka après une session entière de talk au Kafka Meetup. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Tout ce que j'aurais à dire ici, c'est que Kafka embarque avec lui des clients, producteurs, consommateurs, qui produisent le long de topics qui sont distribués et résilients. Et également des consommateurs capables de poler des messages à leur propre vitesse. Les messages étant persistants, vous avez finalement différents consommateurs qui peuvent poler les mêmes messages. Et si vous avez ajouté à toutes ces propriétés finalement le débit de Kafka, vous pouvez avoir une troisième typologie d'applications qui vont combiner les deux premières. Consommer des messages, les transformer, les republier au sein de Kafka. Cet exercice est un exercice de stream processing. L'idée est finalement de transformer des flux continus et non bornés à la volée. Et il y a plein de frameworks finalement qui le font, cet exercice, en s'intégrant à Kafka. Kafka vient avec sa propre librairie Kafka Streams pour le faire. Et au sein de ça, finalement, on a des outils puissants comme KStream et Ktable qui reposent sur ce que je vais présenter aujourd'hui, la Processor API. Pour le présenter, je le fais en 4 points. On va d'abord voir donc du coup l'API de base, le StreamDSL, l'API haut niveau. On va voir comment se différencie finalement la Processor API. Et après, on va voir un petit cas, une petite idée d'utilisation. Le spoiler ici, c'est que pour avoir la fin, vous devez combiner 2 et 3. Ok, mais d'abord, je peux juste parler très rapidement d'un petit use case. On va se prendre un fil rouge, histoire de développer ensemble ce soir. Je vous propose de partir finalement d'une idée de boîte. On serait tous dans une même boîte, une boîte de jeux vidéo. Une boîte de jeux vidéo, mais on ne vend pas des jeux vidéo. Tout simplement, on héberge des bornes d'arcade dans un ensemble de stores. Les gens viendraient jouer aux bornes d'arcade et démarreraient des jeux, 1 joueur, 2 joueurs. Toujours, on continue d'imaginer, je vais travailler votre imagination ce soir, que ces bornes d'arcade, finalement, envoient un tas d'événements au sein de notre système d'information, qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent au sein des topics Kafka. Après, derrière nous, on veut pouvoir analyser ces informations, ces événements, pour en faire des analyses quelconques. OK. Donc, parmi tous ces événements, on va s'intéresser à un seul événement uniquement, que je vais appeler l'événement round, qui a les propriétés suivantes, qui intervient à chaque fin de partie. Chaque fois qu'une borne termine une partie, vous avez un événement round, et vous avez le schéma suivant. Du coup, vous avez des informations sur la borne, des informations sur le joueur gagnant, tel que le personnage choisi, ou les nombres de points de vie restants, et les mêmes informations sur le personnage perdant. Ok, donc il est beau mon use case, qu'est-ce que j'aimerais faire avec comme analyse derrière? Première suggestion, c'est celle-ci. Est-ce que je pourrais faire finalement un ranking des victoires par personnage utilisé? En faisant ça, finalement, j'obtiens un classement des personnages les plus utilisés par les bons joueurs et je peux avoir finalement un espèce de leaderboard. Ok, deuxième question, comment je fais de l'argent avec ça? L'idée, ça pourrait être tout simplement de l'afficher sur un écran en salle de jeu avec finalement les différents joueurs qui, ne voyant pas leur personnage préféré à l'écran, seraient susceptibles de remettre une pièce, de rejouer. Je fais de l'animation en salle, je pourrais même organiser des petits groupes à jouer les uns contre les autres avec certains personnages. On a une motivation, on a une idée, on a un petit calcul qui pourrait être fait. Et ce calcul, il n'est pas très compliqué. Si vous regardez bien, je l'ai mis sous forme de table. Si vous regardez bien, ça ressemble très fortement à un select count, victories, group by, character, and arena type. Un point que j'ai oublié de préciser, c'est que mes différentes arènes, mes différents magasins ont différents niveaux. J'ai des
joueurs pros qui viennent dans certains magasins, des joueurs débutants. Et je veux ce classement l'avoir également par type d'arène. Donc j'ai deux modalités de group by. C'est un simple group by sur un stream. Et effectivement, c'est plutôt simple puisque le stream DSL va me permettre de faire ça très rapidement. Chapitre 2, comment j'aurais fait ça avec le stream DSL? Description, le stream DSL, c'est l'API haut niveau. C'est celle par laquelle on commence toujours lorsqu'on débute avec Kafka Streams. Et surtout, c'est celle qu'on doit utiliser si votre calcul, en fait, celle que vous devez utiliser si votre calcul peut être fait rapidement, peut être fait facilement. Jamais passer par la processeur API si jamais le stream DSL peut couvrir votre cas d'usage. On verra pourquoi. Donc, c'est la partie simple. Pour décrire le stream DSL, il est simple, il est expressif, il est déclaratif. C'est lui qui renferme les abstractions keystream et kettable qui vont nous permettre de travailler sur des streams. Et ces abstractions ressemblent beaucoup à des collections de nos langages natifs, des collections sur lesquelles on fait des maps, des filters. On a cette espèce de fausse idée de lambda qui serait possible d'appliquer sur des keystreams et des kettables. Donc effectivement très simple. Comment est-ce que je vais pouvoir représenter l'opération de tout à l'heure? Bien, uniquement sur un seul slide. De la manière suivante, je vais décrire. Ici, je vous présente l'analyse de tout à l'heure en omettant tout ce qui est configuration, désérialisation. Et ça commence par un Stream Builder. Le Stream Builder renferme les fonctionnalités de Kafka Streams et c'est sur lui que vous allez appeler les grandes abstractions KStreams et KTable. Votre Stream Builder renferme une topologie et en modifiant vos différentes structures, vous allez modifier cette topologie. Première chose que je vais vouloir, c'est me créer une table avec l'ensemble de mes magasins, l'ensemble de mes stores, basé sur un topic arena. En second, le stream que je vais pouvoir modifier, le stream sur lequel je vais pouvoir intervenir, basé toujours sur un autre topic, cette fois qui s'appelle round. Maintenant, j'ai mes éléments, je vais pouvoir les transformer. Première chose que je vais pouvoir faire, typiquement, c'est filtrer. Filtrer les différents événements round, les différents événements fan party, par jeu. Parce que tout simplement, ma campagne marketing n'adresse qu'un jeu à la fois et il serait totalement débile de mixer des personnages de différents jeux. Donc, je peux faire un filter. Et ensuite, je peux extraire du coup mon personnage vainqueur. Souvenez-vous qu'on ne s'intéresse qu'aux victoires ici. Après, je vais vouloir enrichir ma structure avec les informations de ma table et réaliser une jointure en me créant un troisième type qui contient tout simplement les informations d'un magasin, d'une arène et d'un joueur. Après, en deux temps, je vais pouvoir reformater ma clé, grouper par ma clé et regrouper sur un ensemble sur une fenêtre d'une petite taille ici pour voir les choses bouger. Après, je vais pouvoir comptabiliser ces victoires. OK. Donc là, je vous l'ai montré, vous me croyez sur parole. Les slides, c'est cool. Je vous propose qu'on regarde un petit peu le code et comment il se comporte. Je vais juste poser ça ici. Hop là. Donc du coup, ce que je peux faire. Et voilà. Et donc, du coup, dans mon IDE, je vous représente exactement, je ne vous ai pas menti, hein, exactement le code que j'avais utilisé dans mes slides pour illustrer l'opération de tout à l'heure. Ce que j'aimerais voir, c'est le voir tourner, ce code. Donc, voilà. Donc, juste pour décrire ce qui va se passer pour la suite. Évidemment, pour développer ensemble, on va avoir besoin d'un cluster Kafka. L'idée, c'est que je vais pooler des images qui me permettent de faire tourner Kafka depuis Docker Hub. Et je vais pooler tout ce qui me permet finalement de pouvoir faire tourner Kafka. Je vais faire tourner une image Zookeeper, une image Kafka et une image de ce qui m'a enregistré. À côté, je vais faire tourner le code que je vais vous montrer. Et on va pouvoir voir comment il se comporte. Ok, alors, peut-être un petit souci d'Internet forcément. Il faut y penser. Et voilà. Donc du coup, comme promis,
j'ai mes conteneurs qui roulent ici, que j'ai poolés, et 2 conteneurs ici qui m'appartiennent. Le premier, c'est un data générateur, tout simplement parce que je vais devoir fake ces events me venant des machines. Donc, je vais avoir un générateur qui me publie les événements round dont je vous ai parlé. Et une seconde image dans laquelle je vais avoir tout simplement le code qu'on vient de voir. OK, très bien. Donc, du coup, voilà. OK, donc, non. Parmi les choses qu'on pourrait observer, on pourrait regarder, pour commencer, au niveau de l'input topic, ces événements round dont je vous parlais et qui viendraient alimenter mon application. Ce que je fais tout simplement, c'est que je vais lancer un console consumer depuis mes différents conteneurs pour visualiser les topics dont je vous ai parlé. Et là, vous avez ce que je vous ai promis, c'est-à-dire les événements round, les événements en entrée de mon application. Si on s'arrête un petit peu, vous avez globalement, pour chaque événement, là, ce qui symbolise la fin de la partie, l'arène dont il provient, un numéro de terminal, et les 2 clés, vainqueur et perdant, dont je vous ai parlé, avec évidemment un nombre de points de vie à 0 pour le perdant. D'autres informations comme le timestamp ou le nom du jeu qui vont nous être utiles. Donc, ça, c'est l'input topics. Ce qu'on peut aussi regarder, c'est la sortie a priori de notre job, notre application. Et là, je vous laisse observer, du coup, on a le regroupement dont je vous parlais. Après chaque agrégation, je renvoie le résultat de mon nouveau résultat dans un output topic. Et on a tout ce qu'il nous faut, en fait, ici, pour notre histoire de leaderboard, si vous vous souvenez. On a une fenêtre de 15 secondes, ici, un début de fenêtre. On a du coup un nom de concept, si c'est un concept professionnel, beginner ou autre. Un personnage et son nombre de victoires qui augmente au fur et à mesure. Ici, vous pouvez imaginer que entre les 2 écrans que je vous montre, votre application, elle est là, et elle envoie finalement chaque entrée de l'input topic dans l'agrégation en bas. Donc, finalement, le stream.dll nous permet finalement de faire l'agrégat qu'on souhaitait assez facilement. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui est gênant dans le format. Dans le format, pour avoir mon tableau, pour avoir ma table, a priori, je suis obligé de encore me mettre à la suite de ça. Et formater mes événements, j'ai encore des choses à traiter. Mon application de stream processing a tout ce qu'il lui faut en main finalement pour m'afficher ce fameux leaderboard, cette fameuse grille que je voulais. Et là, je ne suis pas encore au format, j'ai encore du travail à faire a priori. Pourtant, mon application de stream processing a bien tout ce qu'il lui faut. Et c'est pour ça que je vous ai créé, rien que pour vous, la visualisation suivante. Le rien que pour vous, je le dis à chaque fois que je fais le talk. Hein, on se comprend bien. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais juste un watch d'un fichier édité par mon application de stream processing. Et là, on se demande comment ça fonctionne. Comment finalement j'arrive à avoir cette chose, ça ressemble vraiment à une table, ça ressemble vraiment à une requête que j'aurais pu réaliser. Évidemment, je ne requête pas Kafka. Kafka, je peux juste en poler des événements, des messages. Pourtant, c'est bien une requête que je réalise ici. Ce que je fais, c'est que je réalise continuellement une requête sur l'état interne de mon application. Maintenant, la question, c'est comment ça marche? Comment ces états au sein de mon application de stream processing sont construits et comment ils peuvent être lus? La réponse, c'est la processor API. Et c'est ça le plan maléfique depuis le départ. C'est que j'essaye de vous impressionner avec cette table et comme ça, je vous motive à ce qu'on voit la processor API tous ensemble. L'idée, le petit truc magique, c'est vraiment les states. Et l'opération, la transformation que j'ai présentée tout à l'heure, je n'ai vraiment pas choisi au hasard. Si on regarde bien, vous avez 2 exemples d'opérations stateless, 2 exemples d'opérations stateful. L'idée est simple, c'est que les opérations qui sont stateless peuvent être exécutées directement sur chaque élément et se paralysent très bien. Par contre, les opérations stateful, elles nécessitent finalement un état avec lequel vous allez merger finalement chaque élément qui vous arrive. Et la manipulation de ces états, c'est la raison pour laquelle Kafka Stream vous expose la processor API qui est pleine d'outils, une caisse à outils assez conséquente pour manipuler ces états dans vos jobs de stream processing et pouvoir finalement accéder
à finalement la richesse des états de votre application de streaming en temps réel. L'idée maintenant, c'est qu'on va ouvrir cette toolbox et qu'on va essayer de profiter finalement et de voir comment nous, en tant que développeurs Kafka Stream, on peut aller atteindre ces états. Donc du coup, on perd tout, hein. On perd tous les avantages. C'est un peu dommage. Tout ce qui était les fausses lambda, les maps, les filters, tout ce qui est les keystream keytables, on va le perdre. En échange, on va pouvoir requêter l'état interne et comprendre finalement le state de notre application Kafka Stream. Et comment il est enrichi finalement par le stream DSL lorsqu'on l'utilise Kafka Stream dans un cas nominal. Donc on démarre. Ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser exactement le même traitement, mais en processeur API. Encore une fois, je vous rappelle que si votre traitement peut être fait en stream DSL, il faut le faire en stream DSL. Mais là, c'est pour des raisons finalement pédagogiques, on va essayer de réaliser la même chose en processeur API et voir si ça se fait aussi facilement. OK. Donc, première chose, de la même manière qu'on avait un stream builder, on va cette fois avoir une topologie. L'objet qui était wrappé justement par le stream builder. Je vais prendre une autre classe. On va pas y arriver. Voilà. Donc, l'équivalent niveau processeur API finalement de notre stream builder sur lequel on accédait à nos superbes abstractions, ce sera la topologie. J'en parlais tout à l'heure, elle est à l'intérieur du stream builder. Je vous montre très rapidement. Hein. Si on reprend le stream builder et qu'on regarde à l'intérieur, première chose qu'on voit, c'est une topologie. Et cette topologie sera renvoyée par le builder lorsque vous avez fini de décrire votre transformation. Ouais. Du coup, ce soir, on va regarder les internal Kafka Streams. Hein. Je ne vous mens jamais, je vous montre ce qui se passe. La première chose à faire, ce sera de déclarer finalement vos flux, l'entrée, vos input topics. L'input topic, vos input processeurs dans votre topologie, d'où vous recevez les messages. Et bien, tout simplement, sur une topologie, vous aurez des fonctions pour pouvoir déclarer ce qu'on appelle des sources. Cette source, c'est un nœud dans votre topologie, et chaque nœud doit avoir un nom, parce que les nœuds seront plus tard appelés par nom. Du coup, si j'essaie de décrire finalement le flux dans lequel je reçois les stores, tout ce qui est les arènes, je vais décrire le flux d'arène à source et je vais indiquer tout ce qui va me servir pour désérialiser les messages qui me viennent de ce topic. Première chose, un désérialiseur pour la clé. Chaque clé est en fait un identifiant de magasin, qui est sous forme de chaîne de caractères. Ensuite, j'ai des désérialiseurs spécifiques pour comprendre finalement ces messages arènes qui circulent dans mes topics. Enfin, et le plus important pour une source, c'est de spécifier finalement le nom du topic dont viennent les messages. Super. Donc là, je vais pouvoir me construire un référentiel d'arène qui va me permettre d'enrichir un flux à la volée. Je lis juste depuis le topic. On peut faire la même chose pour notre deuxième flux, le flux round, et ajouter un autre topologie qui s'appellerait round source. Encore une fois, les clés sont des identifiants d'arène dont les événements proviennent. Et ici, pour pouvoir désérialiser l'événement round dont je vous parlais, composé d'éléments techniques et d'informations sur les joueurs, j'ai également un désérialiseur spécifique. Hop. Et j'ajoute enfin le topic de provenance. Ici. Voilà, on a déclaré nos deux premières sources, l'entrée de notre topologie. OK, on reçoit des messages, ce qui serait bien, ce serait de les processer. Et comme les choses sont bien faites, je vais pouvoir trouver une fonction addProcessor qui va me permettre de mettre du processing derrière ces messages. Encore une fois, j'ai besoin d'un nom pour chaque élément de ma topologie. Et cette fois-ci, je vais déclarer un builder. Je vais indiquer finalement à ma topologie quelle instance il va falloir créer pour traiter ces messages. Et je vous ai créé en amont un premier processeur qui s'appelle ProcessRound qu'on va implémenter ensemble.
Et là, dernier élément super important, ce qu'il va falloir lui passer ici, c'est finalement l'upstream, le nœud dont ce nœud de topologie va recevoir des messages. Il est directement à la source, du coup, il reçoit les messages directement du nom ici, roundstream. Très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'observer l'intérieur du processeur. Attention, je vais sauter dans la classe processeur. Hop. Et donc, voilà tout le point de la presse. Comprendre ce qu'est un processeur. Un processeur implémente processeur, et soit KEV les clés, KEV les types associés à la clé et à la valeur. On va pouvoir avoir un processeur qui traite des messages de type KEV. Chaque processeur possède un contexte qui n'est pas présent finalement à l'instanciation du processeur, mais qui est passé, qui est injecté dans une méthode init. Et du coup, qui est muté. Ah oui, j'ai oublié de m'excuser sur le fait que le talk était en Java. Je ne le referai plus. Et donc, du coup, je mute ma propriété contexte et je l'initialise. J'initialise mon contexte dans mon premier processeur. Maintenant, si on pense à la partie... Non, avant de parler de processing, je vais parler du contexte un peu. Je grille des étapes. Ici, on a déclaré nos deux premiers points de topologie, nos sources, et on a mis un processeur qui possède un contexte. Juste pour décrire très rapidement, c'est le point le plus important au sein du processeur. Il a énormément de métadata par rapport à la topologie, par rapport aux input topics, par rapport au message courant qui est processé et au timestamp de ce message. Le contexte, finalement, c'est ce qui fournit finalement l'information à un processeur sur la topologie qui l'entoure et les états qu'on veut manipuler, auxquels il a accès. Et du coup, c'est sur ce contexte, finalement, qu'on va se baser toutes nos transformations. Vous allez le voir. Donc, description du contexte, c'est fait. Passons au processeur, finalement. Le processeur, vous pouvez le voir comme un petit robot qui voit sur un tapis roulant passer les messages et qui, pour chaque message, applique la fonction process. Du coup, au sein de cette fonction, vous recevez un message, clé-valeur, que vous voulez traiter. Si on se souvient de notre traitement, l'idée, c'était filtrer les messages sur un certain jeu et renvoyer le vainqueur. Donc, on va faire tout le map filter dans cette méthode process. Et du coup, on va récupérer notre fameux nom de jeu, vérifier qu'il soit bien égal au spec de notre opération marketing. On applique une opération marketing sur ce jeu et tout simplement retourner, si vous vous souvenez bien, le winner. Donc là, on est good. Non? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore rouge. C'est rouge. Et effectivement, c'est rouge. Et si on regarde bien, le processeur renvoie void. Ce n'est pas comme un mapper, comme quelque chose qui finalement serait passé dans une lambda. Le processeur, il va falloir lui indiquer qu'il forward à ses autres nœuds voisins au sein de la topologie. Je ne vais pas pouvoir retourner une valeur. Au lieu de ça, je vais me servir du contexte dont j'ai parlé à l'instant. Donc, pas de return. Par contre, context forward. Et là, j'ai la possibilité de forwarder une clé et une valeur à l'ensemble des nœuds de la topologie qui auront indiqué ce processeur comme parent. Je forward à tous les nœuds qui veulent bien de mon message. Voilà, on est arrivé à la fin d'une première étape. Si on regarde notre topologie, ça ressemble à ça. On a déclaré deux inputs sources, un processeur, et on a forwardé tous les messages qu'on vient de transformer dans une opération stateless. Maintenant, on va mettre un petit peu de processing devant les arènes pour voir un petit peu comment on va les traiter. Donc, même chose, on va observer notre deuxième processeur. Et ce processeur, du coup, il va s'appeler Process Arena. C'est le processeur qui processe les arènes. Et je vous ai, au préalable, créé une instance de Process Arena. Et lui, on a dit qu'il se mettait au bout d'une topologie source du topic d'arène. Je vais le placer ici. Et attention, comme tout à l'heure, je saute dans l'implème. Et je me retrouve encore avec un processeur, une fois de plus. Un processeur qui implémente processeur en précisant
le type de la clé, le type de la valeur. Mon contexte ici. Et là, le petit truc en plus, c'est l'état, un key value store qui serait porté par mon processeur. J'initialise mon contexte dans la méthode init et j'initialise également cet état. Ce store, pardon, je récupère également sur le contexte. Avec une fonction que je trouvais très simple qui s'appelle getStateStore. Et je vais pouvoir récupérer mon state store tout simplement par nom. Alors, on va gentiment caster ici. Et voilà, j'ai initialisé mon state store. Maintenant, la question, c'est si je récupère quelque chose par nom, il faut a priori que je le crée quelque part d'abord. Ce state store, il aura été créé et indiqué à la topologie. Ici, je vais uniquement le récupérer par nom. Du coup, ici, ce qu'il va me falloir faire, c'est me créer tout simplement un store. Ça va se faire au préalable. Je suis revenu dans ma méthode main. Et je vais pouvoir demander finalement aux fonctions de Kafka Stream de la Processor API de m'instancier finalement un key value store. Mon store, il a les propriétés d'être persistant, puisque je vais spiler mon état finalement sur le disque de mon instance. Et encore une fois, je dois indiquer tout ce qui est sérialisation. Simplement parce que je vais mettre des choses dans mon store, des choses qui seront stockées sous byte array finalement, et je vais les en sortir. Nickel. Une dernière petite chose du coup, c'est que je vais aussi indiquer tout simplement que je veux un backup de cet état dans un changelog au sein de Kafka. À chaque fois que mon état change, finalement, je veux notifier au sein même de Kafka que mon état a changé. De cette manière, si je perds mon instance, si je perds ce qui a finalement été persisté, puisque j'ai un key value store persistant, je pourrais recréer une instance Kafka Stream qui reconstruira cet état. Petit point rapide sur finalement état. Pour finalement stocker les états, par défaut, Kafka Streams utilise RocksDB, qui est finalement un in-memory key value store. Et lorsque vous finalement avez une opération stateful avec Kafka Streams, ce que vous allez avoir, c'est des répertoires comme ceci, qui vont contenir finalement une partie de votre état qui aura été flushé sur disque. Dans un même temps, finalement, activer le logging au sein de Kafka Stream vous permettra d'avoir finalement un changelog de vos états que vous pourrez récupérer si jamais vous relancez une instance. De temps en temps dans la presse, je vous ai mis des keeps intéressants si vous voulez voir des discussions sur certains sujets sur lesquels je passe très vite. OK. Du coup, j'ai un état, j'ai un store, pardon, que j'ai récupéré par name et dont je voudrais peut-être un petit peu me servir ici. Ce que je vais faire tout simplement, c'est bien pour chaque message, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, avec une méthode put que je peux obtenir sur mon store, ajouter tout simplement finalement, je vais ajouter mon parc d'arènes au store. Et chaque arène qui sera publiée dans mon topic signifie bien qu'il y a eu des modifications ou bien que mon parc s'agrandit, et j'ajoute dans l'état interne de mon application. Un petit peu mieux. OK, cool. Pourtant, si je relance mon application là maintenant, je tombe sur une erreur assez conséquente normalement. Sur le fait que mon processeur n'aurait pas le droit, a priori, de récupérer ce store. Effectivement, au sein de Kafka Stream, vous devez préciser les différents nœuds de la topologie parce que Kafka va la construire et a besoin de savoir où et qui a accès aux choses pour pouvoir bien finalement instancier vos différents processeurs lorsque vous allez lancer votre application. Et là, ce qui me reste à préciser, c'est que mon store, il existe, certes, le déclarer et déclarer qui y a accès.
Et parce que les choses sont bien faites, je vais pouvoir trouver une méthode add_state_store qui me permettra d'indiquer le builder de mon store, donc comment le créer, dans le cas finalement d'un rebalance par exemple, où je créerai une nouvelle stream thread sur une application, je sais comment recréer mon store, et j'indique l'ensemble des processeurs qui ont accès à ce store. Donc j'indique Process Arena qui lui va remplir le store chaque fois qu'il a un magasin en entrée. Voilà. Voilà, avant de passer à la... Voilà, donc du coup, ce que je disais, c'est que vous indiquez vos processeurs, vos données de topologie, vous indiquez votre state avec un builder, mais cette flèche aussi, vous avez à la préciser pour que Kafka Stream finalement ait l'ensemble de la topologie et savoir comment finalement la dresser. Avant de passer à la suite, je vais faire une petite parenthèse sur une fonctionnalité vraiment top des processeurs, qui est l'idée de ponctuer. L'idée de scheduler finalement des choses au sein de votre application Kafka Stream qui n'est pas forcément faisable avec le stream DSL. Imaginons que pour de la compliance, eh bien, je veuille récupérer le nombre de machines que j'ai dans tout, que je considère dans mon application. Aujourd'hui, on aimerait tracer le nombre de machines que j'ai à tout moment. Et du coup, toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes, je dois envoyer un message pour certifier que je travaille avec tant de machines. L'idée est la suivante, c'est que les processeurs ont la possibilité de scheduler tout simplement des opérations. Grâce encore à leur contexte, on va retrouver dessus la méthode schedule qui va permettre, en indiquant une durée, on dit quoi, 10 minutes, 10 secondes, en précisant une durée qui va pouvoir me permettre finalement d'appliquer une opération. L'opération, elle est indiquée en dernier paramètre. Donc, c'est une fonction qui part d'un timestamp et qui fera une opération quelconque. Donc, du coup, vous êtes ici, vous avez la possibilité de scheduler toutes les 10 secondes une opération au sein de votre processeur, tout en ayant accès à l'état finalement de votre application Kafka Streams. Donc, vous êtes là et vous vous dites, on pourrait faire plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait récupérer un key value store itérateur. Je vais vouloir récupérer l'ensemble finalement des éléments dans mon store. Je vais me servir de mon store et tout simplement avoir une méthode all dessus qui va me permettre de récupérer tous les éléments de mon store. Sur ce store, je vais pouvoir itérer de manière à finalement traiter chaque élément. Et ici, à nouveau, je vais pouvoir forward des éléments me venant de mon store. Donc là, je triche un peu, hein, on va ajouter ces éléments-là. Tout se passe. Alors. Oui. Les types. Mon key value store, du coup, voilà, ça me permet de ne pas oublier ce que j'ai à dire. Mon itérateur, lui aussi, est typé, puisque mon store est typé. Et quand je récupère les éléments, ils sont toujours de type clé-valeur, donc clé-valeur en string, valeur en arène. Top. Du coup, là, je récupère un itérateur toutes les 10 secondes et j'envoie l'ensemble de son contenu dans un topic. Je le forward à, disons, un autre processeur qui lui appendra des messages toutes les 10 secondes. Petite chose auquel il faudrait peut-être penser, c'est fermer un itérateur lorsqu'on en ouvre un. Ils sont basés sur les itérateurs de Java et a priori, toutes les minutes, si je ne le ferme pas, il va allouer de la mémoire pour lui tout seul. Et au bout d'un moment, je devrais avoir une petite surprise.
Et c'est pour ce genre de petites astuces qu'il faut garder en tête finalement que le stream DSL est toujours plus favorable lorsqu'on a un traitement à faire. Ce genre de petites choses qu'il faut garder en tête lorsqu'on passe par la processeur API sont faites pour vous lorsque finalement le stream DSL utilise lui-même la processeur API. Ok, cool. On a vu l'idée de ponctuation. Ah, et il y a un petit point, il y a un petit paramètre que j'ai oublié de vous préciser ici. Dans la ponctuation, c'est l'idée de type de ponctuation. Les processeurs vous permettent de ponctuer, finalement de scheduler des opérations sous différents types de temps. Ils sont les suivants. Vous avez le wall clock time, qui est tout simplement le temps tel qu'on le connaît, le temps normal. Donc, le temps s'écoule de la même manière pour vous, pour moi et pour notre application de streams. Et vous avez ce qu'on appelle le punctuate, le stream time, pardon. Le streaming time qui, tout simplement, s'écoule uniquement quand vous recevez des éléments. Une action schedulée toutes les 10 secondes, si 2 messages arrivent à plus de 10 secondes, votre action sera schedulée. Même effet inverse, si jamais vous faites de reprocessing, alors que votre action est censée être schedulée toutes les 10 secondes, elle pourrait être jouée des millions de fois parce qu'elle avance avec le streaming time. Un petit point un petit peu confus, c'est que le premier, qui n'est pas forcément intuitif, est arrivé avant le second. Et vous aurez les informations sur le keep que j'ai indiqué. Ok, du coup, on en est là. On est ici. On a un premier processeur qui remplit notre état. Donc, on a un state, un ensemble, un parc finalement de magasins. Et on veut s'en servir. Donc ici, ça va être le processeur un petit peu de la jointure. Donc, pareil, maintenant, vous commencez à être super habitué. Je vais créer un processeur qui porte un nom de topologie, un nom au sein de la topologie, qui sera chargé d'instancier finalement l'instance de process player, et également qui aura du coup un processeur parent. Cette fois-ci, les ensembles de round finalement qu'on a transformés. Cool. Du coup, est-ce qu'on peut voir finalement notre process player et finalement comment il va implémenter un petit peu notre jointure? Première chose, encore une fois, on implémente le processeur, on initialise un contexte. De cette manière. Et je récupère mon store par nom de la façon suivante. Cool. Et finalement, comment je vais pouvoir me servir de cet état dans ma méthode process? Tout simplement, eh bien, à chaque passage d'un round, je vais aller vérifier si dans mon état, j'ai un magasin qui correspond. J'ai un événement victoire qui arrive. Cette victoire vient d'un magasin. Ce que je vérifie, c'est est-ce que je connais ce magasin? Et est-ce que je vais pouvoir enrichir la jointure? Faire une espèce finalement de inner join. Donc, ça va se passer sur l'Arena. De la même manière que j'avais une méthode put, je vais avoir une méthode get qui va prendre du coup la clé, puisque mes deux flux ont les mêmes clés. Et ce que je vais faire, bon, même si on est en Java, je vais faire les choses joliment. Et cette clé, elle peut être nulle dans le cas où eh bien, j'aurai tout simplement un événement d'un magasin inconnu, d'un identifiant de magasin inconnu. Donc, si j'ai bien une clé présente, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un troisième élément, une troisième structure. Je vais reformater la clé parce que maintenant, je veux une clé un petit peu différente. Je veux une clé composée de mon identifiant de magasin et mon personnage. Et je vais forwarder le tout à mon prochain processeur. Cool. Et si on y pense, comme tout à l'heure, je viens d'accéder à un store. Du coup, je dois déclarer que j'accède à un store. Et je vais ajouter mon tout nouveau processeur dans la liste des processeurs qui ont accès à l'ensemble des états de mon parc de magasins. OK. Pardon, je me suis trompé. Oh, bon, en fait, non, mais c'était pour voir si vous suiviez, en fait. Si, tout à fait. C'était prévu. Merci beaucoup. Donc, du coup, voilà. On est là, j'ai deux processeurs qui accèdent à un même état ici. Oups, spoiler. J'ai deux processeurs qui accèdent à un même état, un qui l'enrichit, un autre qui s'en sert pour enrichir un flux à la volée. C'est cool. Si on refait le point, j'ai un map filter ici, un processeur qui se charge de faire une jointure ici. Il est temps de faire l'agrégation. Mais avant ça, il y a un petit truc dont j'aimerais parler, c'est penser un petit peu distribué.
sur mon poste, là, j'ai une seule instance de Kafka Streams, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, tout se passe au même endroit. Si jamais j'avais plusieurs instances, de mon application, je pourrais avoir le schéma suivant en fait. Je pourrais avoir deux instances qui reçoivent des éléments de même clé. Et j'aurai un état qui finalement est partitionné. J'accumulerai mon compte sur deux instances différentes. Il existe des techniques pour mettre finalement des RCP layers au-dessus de vos applications et pouvoir agréger ces différents états qui sont distribués. Mais un truc qui serait sympa finalement, c'est de se dire qu'en requêtant l'état d'une seule instance, je puisse avoir finalement l'ensemble des clés liées à cette instance. Si je n'ai pas de skewed partition, si je n'ai pas de déséquilibre impressionnant, cette fonctionnalité pourrait être intéressante. Et du coup, l'idée, ce serait de pouvoir repartitionner après avoir rechangé les différentes clés de mes messages. Que je puisse avoir finalement un ensemble de clés toujours sur une partition. Alors, contrairement à du Spark, si vous êtes familier, on n'a pas de repartition ou de shuffle sur les applications de Kafka Stream. Ce qu'on a par contre, c'est un broker de messages qui fonctionne, qui partitionne justement en fonction de la clé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, republier mes messages dans Kafka et les reconsommer. Je vais profiter finalement de ce débit qui est assez impressionnant pour pouvoir repartitionner ma donnée et réaliser l'opération suivante. Donc, je sors de ma topologie, j'ai écrit finalement async et je reprends mes données pour avoir finalement un repartitionnement. Là encore, je vais tricher et je vais l'écrire de cette manière. Non, ok, merci. Et voilà. Et donc, du coup, je sors une première fois de mon application pour retourner dans Kafka, dans un topic que je vais appeler repartition. Et je vais récupérer les ensembles de ces messages de ce même topic. Et là, on commence à le voir finalement, ça commence à nous faire penser à la manière dont le stream DSL fonctionne sans qu'on lui demande quoi que ce soit en termes finalement de repartition, sans qu'on lui demande quoi que ce soit en termes finalement de changelog. On voit un petit peu les mécanismes de la processeur API qui sont cachés sous le stream DSL. C'est cool. Du coup, on est bien. Je vais vouloir ajouter mon dernier processeur. Juste quelque chose qui ne va pas. Donc, add processor, je ne mentionne même plus les différentes étapes. Vous avez compris carrément comment ça marche. Je vais préciser un nœud pour ma topologie. Préciser un nœud pour ma topologie, préciser finalement le processeur à implémenter et d'où vient l'information. Top. Du coup, ici finalement, et ça va devenir légèrement plus compliqué, je vais me construire finalement une fenêtre. Je vais me construire une petite fenêtre qui tout simplement, je vais prendre une des fonctionnalités de mon contexte qui est de me trouver le timestamp du message. Je vais trouver un timestamp de message grâce aux fonctionnalités du contexte et construire une fenêtre grâce à finalement une fonction simple qui va me ramener à un début de fenêtre sur 15 secondes. Sur la base de cette fenêtre, ce que je vais pouvoir faire finalement, c'est tout simplement, à partir d'un nouveau state, ajouter à un état l'ensemble des messages que je vais recevoir. Et je vais tout simplement les sommer pour avoir le compte entier de mon state. Ce que je vais faire, je suis désolé, j'ai perdu un petit peu de temps et je vois que le temps avance pas mal. Je suis presque à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer à l'implem. Je vais directement passer à l'implem parce que là, je ne vais plus avoir le temps. Et je vais rapidement décrire le reste, finalement, du processing. OK. Donc, du coup, j'ai ce processeur qui, finalement, va accumuler les comptes au sein de mon store. Si je reviens à la Process API, au main de mon application, il y a un point que je vais devoir modifier tout simplement. J'ai récupéré le timestamp depuis mon contexte, mais il s'agit du timestamp du message.
pour pouvoir finalement avoir un processing qui est correct, je vais devoir ajouter finalement un extracteur de temps qui va aller prendre finalement le timestamp qu'on avait vu ensemble au sein de la valeur. Je me crée du coup un second store qui lui est en fait, qui va lui être un Windows Store Builder, contrairement au Key Value Store, et qui sera fenêtré. Je vais tout simplement déplacer une fenêtre de 15 secondes et qui va redémarrer à 0 à chaque fois que je passerai à une nouvelle fenêtre. Et de cette manière, finalement, je vais arriver à recréer exactement le même processing que ce que je vous ai montré avec le stream DSL au départ. À la fin, ce que je fais, c'est que j'ajoute l'ensemble des éléments dans un output topic uniquement pour vous permettre de visualiser le tout. Et finalement, on arrive à recréer exactement le même résultat. Alors, je vais juste arrêter tout ça parce que mon poste commence un petit peu à cramer. Je vais tout relancer pour finalement vous remontrer l'état final. Et je vais passer un petit peu à la dernière partie du talk, puisqu'on est déjà arrivé à 45 minutes. Donc, l'idée finale, c'était ça. C'est que mon dernier processeur, lui, est capable d'agréger, de compter les différents éléments et de les ajouter dans un store final. Je vais passer un petit peu sur ça. Et je vais également dans les slides montrer comment construire finalement un Global State Store de manière à ce qu'il soit partagé par l'ensemble des différentes instances de Kafka Stream. OK. Du coup, le temps que le tout redémarre, moi, ce que j'aimerais parler finalement, c'est de cette notion, je ne vais pas arrêter de répéter finalement, d'éviter la processor API, et pourtant je vous la présente. C'est parce qu'elle a vraiment des fonctionnalités qui peuvent vous servir, mais qu'elle ne doit pas être utilisée brute finalement. Là où vous pouvez tirer finalement un meilleur potentiel de la processor API, c'est en la combinant avec le stream DSL. Et je vais vous présenter un petit cas, moi, pour lequel cela m'a été utile très rapidement. Imaginons que cette fois, je voulais renvoyer quelque chose à mon utilisateur, renvoyer un message vers les bornes, que j'ai pas des bons cadeaux, mais que j'ai des tokens que je vais renvoyer par rapport à un joueur qui rentrerait dans le cadre d'une campagne marketing. Je voudrais lui renvoyer finalement une liste de tokens, et ces tokens doivent être uniques. Je ne dois pas me tromper, je dois envoyer uniquement un à tous finalement les utilisateurs. Et quand il n'y en a plus, je dois surtout plus continuer d'envoyer. L'opération doit être très rapide, puisque l'utilisateur est devant sa borne, et elle doit être immédiate. Du coup, je vais faire monter tous mes tokens au sein de Kafka. Maintenant, la question, c'est comment je fais le lien avec un message qui passe et finalement ma liste de tokens que je voudrais envoyer à mes utilisateurs. Finalement, là, tout ce qui est jointure, finalement récupérer le head d'un stream, ça ne va pas être possible finalement. Là, on est un petit peu coincé a priori. Pour chaque event qui passe, je voudrais envoyer finalement un élément unique qui serait stocké dans un topic. A priori, avec les abstractions classiques, on est un peu coincé. Mais l'idée, c'est qu'en utilisant justement les processeurs et leur manipulation des états tels que je vous l'ai montré, on va pouvoir un petit peu s'en sortir. Tout simplement en cumulant l'ensemble de mes bons, de mes tokens dans un state, je vais pouvoir, pour chaque événement round qui passe au sein de mon topic, récupérer un message et le renvoyer dans un output topic. Enrichir mon flux avec finalement un élément de mon message, un élément de mon état, pardon. L'indiquer comme consommé, de manière à ne pas avoir finalement aucun appel à aucune base de données externe finalement pour avoir finalement la garantie que je n'envoie pas de bons, de tokens qui auraient été consommés 2 fois. Le tout backé par mon changelog qui récupère à la fois les modifications de mon état et les tombstones pour être sûr finalement de ne pas me recréer l'état et ne pas finalement redistribuer des bons. Alors maintenant, la question c'est comment je combine les deux. Eh bien, sur l'API DSL, ce qu'on va trouver, c'est une fonction qui s'appelle transform. Et au sein de transform, je vais lui passer finalement un builder qui n'est autre finalement que notre copain depuis ce soir, un processeur. Un processeur finalement une classe qui va beaucoup ressembler au processeur qui sera un transformer qui, à peu de choses près, aura une seule différence, c'est que sa méthode process ou transform aura une valeur de retour et vous permettra finalement de manipuler les états tout en étant dans le stream DSL. Voilà. Globalement, je vous ai montré à peu près l'ensemble finalement des choses que je voulais vous montrer sur la manipulation des états. J'ai été un petit peu court avec le temps, mais parmi les points importants que je voulais vous montrer finalement, c'est que cette API, elle est là à votre disposition, que vous pouvez l'utiliser pour avoir à utiliser ces états.
mais que bien sûr, il faut la garder, la conserver finalement dans des cas non triviaux. Vous l'avez vu avec moi, c'est plutôt intensif finalement comme chose à développer. Avec beaucoup de code par rapport à la slide de 4 lignes que j'avais montré au départ. Et du coup, pour avoir suivi finalement l'ensemble du déroulé, je vous remercie.